Je m'appelle Lincoln, j'ai 29 ans, et mon frère vient d'entrer à mon mariage en smoking blanc, essayant de me voler la vedette. Avant de vous raconter le chaos absolu qui a suivi, et comment j'ai finalement obtenu ma revanche, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Les portes de l'église s'ouvrirent avec un bruit lourd et retentissant qui sembla vibrer à travers le plancher. L'organiste, la pauvre Madame Gable, hésita, ses doigts planant au-dessus des touches parce que le signal qu'on lui avait donné était pour la marier. Mais ce n'était pas Sarah qui se tenait là, encadrée par la lumière du soleil de fin d'après-midi qui inondait le vestibule. Ce n'était pas ma magnifique, féroce et intelligente fiancée, prête à remonter l'allée au son du canon de Pachelbel. C'était Julian, mon jeune frère, qui se tenait là, prenant une pose digne d'une mauvaise publicité pour un parfum. Il ne portait pas le costume de garçon d'honneur gris anthracite que nous avions choisi des mois auparavant. Non, Julian portait un smoking blanc. Un smoking blanc perle chatoyant avec des revers en satin qui captaient la lumière de la manière la plus odieuse possible. Il avait une rose blanche à sa boutonnière, plus grosse que celle que portait le vrai marié. Un halètement collectif parcourut l'assemblée. Ce n'était pas un halètement d'admiration. C'était le son de 200 personnes réalisant simultanément que quelque chose n'allait pas. Je me tenais à l'autel. Mes mains étaient jointes devant moi et je sentis une veine dans ma tempe commencer à battre. Je regardais mon témoin, Mike, qui est mon cousin et a à peu près la taille d'un secondeur de football américain. La mâchoire de Mike était tombée si bas qu'elle touchait presque sa poitrine. C'est Julian, murmura Mike, sa voix tendue d'incrédulité. Ouais, dis-je, ma voix étonnamment stable. C'est Julian. Julian ne resta pas simplement là. Il commença à marcher. Il entama une démarche lente et délibérée dans l'allée centrale, saluant les gens à gauche et à droite comme s'il était un roi saluant ses sujets. Il avait ce sourire narquois sur le visage, cette inclinaison spécifique et exaspérante des lèvres que j'avais connue toute ma vie. C'était le sourire de quelqu'un qui sait qu'il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il n'y aura aucune conséquence. Ma mère, assise au premier rang du côté du marié, ne me regardait pas avec inquiétude. Elle ne regardait pas la porte en se demandant où était la mariée. Elle rayonnait. Elle avait sorti son téléphone et le filmait, son visage brillant d'une fierté qu'elle ne m'avait jamais, pas une seule fois, manifestée. Mon père était à côté d'elle, hochant la tête d'un air approbateur, comme si détourner un mariage était une activité parfaitement normale un mardi après-midi. « Regarde-le » entendis-je ma mère murmurer bruyamment à ma tante Hélène. « Il captive la pièce, n'est-ce pas? Il a une telle présence. » Je regardais mon frère se rapprocher. Chaque pas qu'il faisait sur ce tapis était un pas de plus sur une limite que j'avais essayé d'établir pendant 29 ans. Les murmures dans les bancs devenaient plus forts. Je pouvais entendre des bribes de conversation. Est-ce que ça fait partie de la cérémonie? Pourquoi porte-t-il du blanc? Où est la mariée? Mais je ne bougeais pas. Pas encore. Je le regardais simplement. Vous pourriez penser que j'étais paralysé par le choc, mais ce n'était pas le cas. Honnêtement, j'étais épuisé. J'étais si profondément fatigué de cette dynamique. C'était l'aboutissement d'une vie passée à être l'accessoire invisible dans le spectacle de Julian. Alors qu'il atteignait l'avant de l'église, il ne se dirigea pas vers sa place sur le côté. Il monta directement les marches de l'autel, se plaçant devant moi, me bloquant ainsi la vue des invités. Il se tourna vers la foule, ouvrit grand les bras et prit une profonde inspiration, s'imprégnant de l'attention. « Bienvenue à tous » annonça Julian, sa voix projetant sans microphone. « Je suis si heureux que vous ayez tous pu venir en ce jour spécial. » Il accueillait les gens à mon mariage. Comme s'il en était l'hôte. Comme s'il était le marié. Je regardais l'arrière de sa tête, la coupe de cheveux coûteuse qui valait probablement plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire, et je sentis un étrange calme s'installer en moi. C'était le calme d'un homme qui n'a absolument plus rien à perdre. Je regardais vers l'entrée latérale où Sarah jetait un coup d'œil, son visage un masque de pure fureur. Elle croisa mon regard et fit un petit signe de tête, presque imperceptible. Ce signe de tête était tout ce dont j'avais besoin. Vous voyez, personne dans cette pièce, ni mes parents, et certainement pas Julian, ne savait ce qui allait arriver. Il pensait que ce n'était qu'un autre épisode où Julian fait ce qu'il veut et Lincoln répare les dégâts ou se met tranquillement de côté. Il pensait que j'allais laisser passer ça pour maintenir la paix, comme je l'avais fait quand j'avais 7 ans, quand j'en avais 16, quand j'en avais 22. Mais ils avaient tort. Aujourd'hui n'allait pas se terminer avec Julian en enfant prodige.
Aujourd'hui allait se terminer par un règlement de compte. Pour comprendre pourquoi j'étais prêt à couper les ponts avec ma propre famille au milieu d'une église, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre que ce smoking blanc n'était pas juste un mauvais choix de mode. C'était un symbole. C'était la goutte d'eau dans une meule de foin de trahison qui a commencé avant même que je puisse faire mes lacets. Ce moment, ici même, avec Julien se pavanant devant mes invités, était en préparation depuis 20 ans. Et pour vraiment comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ensuite, je dois vous ramener au début. Au moment où j'ai réalisé que dans l'histoire de notre famille, je n'étais qu'un figurant. Et Julien était le seul personnage qui comptait. Ma vie, aussi loin que je me souvienne, a été définie par une règle simple. Julien passe en premier. J'ai 3 ans de plus que Julien. Dans la plupart des familles, l'aîné a la responsabilité, bien sûr, mais il a aussi les premières fois. Première voiture, premier diplôme, premier goût de liberté. Chez moi, être l'aîné signifiait simplement que j'étais le test. J'étais le brouillon avant le chef-d'œuvre. Quand j'avais 7 ans, j'ai économisé mon argent de poche pendant 4 mois. Je voulais un kit de voiture miniature spécifique, une Mustang classique de 1967. J'ai fait des corvées. J'ai renoncé à acheter des bonbons à l'épicerie du coin. J'étais discipliné. Quand je l'ai finalement acheté, j'ai passé 3 jours à la coller, à peindre les minuscules détails avec un cure-dent. J'étais si fier. C'était la première chose que j'avais jamais construite. Je l'ai mise sur l'étagère dans la chambre que je partageais avec Julien, qui avait 4 ans à l'époque. 2 jours plus tard, je suis rentré de l'école pour trouver la Mustang en morceaux sur le sol. Pas seulement tombée, mais écrasée. Julien était assis sur le tapis, frappant le châssis contre le plancher, en riant. J'ai pleuré. J'étais un enfant. J'avais le cœur brisé. Quand ma mère est entrée et m'a vu pleurer, elle n'a pas grondé Julien. Elle a soupiré, me regardant avec agacement. Lincoln, arrête de faire autant de bruit, dit-elle en prenant Julien dans ses bras et en lui embrassant le front. Il explore, c'est tout. Il est curieux. Tu sais que ton frère est sensible. Il a besoin de s'exprimer. Pourquoi l'as-tu laissé là où il pouvait l'atteindre ? C'est vraiment de ta faute de ne pas avoir été plus prudent. C'était le refrain de mon enfance. Julien est sensible. Julien est spécial. Tu es plus âgé. Tu devrais comprendre. En grandissant, les enjeux sont devenus plus importants. Julien n'était pas seulement curieux. Il était doué. Mes parents ont décidé très tôt que Julien était un artiste. Il dessinait des gribouillages qu'ils encadraient et accrochaient dans le couloir, remplaçant mes certificats du tableau d'honneur. Ils l'ont mis dans des cours d'art privés qui coûtaient une fortune pendant que j'allais à l'école publique et portais des vêtements d'occasion de cousins. Mais le moment qui a vraiment brisé quelque chose en moi, le moment où le ressentiment s'est durci en une pierre froide et lourde dans mon ventre, s'est produit quand j'avais 16 ans. Je travaillais depuis l'âge de 14 ans. Je tondais les pelouses en été jusqu'à ce que ma peau soit brûlée par le soleil et pêle. En hiver, je déneigeais les allées à 5 heures du matin avant l'école. Je travaillais dans un restaurant le week-end, récurant les bacs à graisse et débarrassant les tables. J'avais un objectif. Je voulais une voiture. Pas une voiture de luxe, juste des roues. Quelque chose pour aller à l'école et à un meilleur travail. J'ai ouvert un compte bancaire joint avec mon père parce que j'étais mineur. Chaque vendredi, je déposais mes pourboires et mon salaire. En 2 ans, j'ai économisé $2000. Ça ne semble pas beaucoup maintenant, mais à l'époque, c'était une fortune. C'était ma liberté. J'avais trouvé une vieille Honda Civic chez un voisin qui la vendait pour exactement $2000. Elle avait besoin de réparation, mais j'étais doué de mes mains. J'étais prêt. Le jour où je suis allé à la banque pour retirer l'argent, la caissière m'a regardé avec une expression confuse. « Je suis désolé, Lincoln, dit-elle en tapant sur son clavier. Le solde est de 0. Mon estomac se noie. J'ai cru que c'était une erreur. Vérifiez à nouveau. Il doit être là. $2000. Il y a eu un retrait hier, dit-elle doucement. Par votre père. J'ai couru à la maison. Je n'ai pas pris le bus. J'ai couru les 3 miles, ma poitrine en feu, la panique montant dans ma gorge. Quand j'ai déboulé dans l'allée, je me suis figé. Là, garée dans l'allée, se trouvait une voiture, mais ce n'était pas ma Honda Civic.
C'était une BMW cabriolet d'occasion. Elle était plus vieille, tape à accent grave-l'œil, et semblait complètement déplacée dans notre modeste allée. Julian, qui avait 13 ans à l'époque, était assis sur le siège du conducteur, faisant semblant de conduire, portant des lunettes de soleil. Mes parents étaient là, l'admirant. Où est mon argent, haltais-je, essayant de reprendre mon souffle. Mon père se tourna, l'air indifférent. Oh, Lincoln, tu es rentré. Nous devons parler. Vous avez pris mon argent, dis-je, la voix tremblante. Je suis allé à la banque. Vous avez vidé le compte. Nous l'avons emprunté, corrigea ma mère en s'avançant et en posant une main sur mon épaule, non pas pour me réconforter, mais pour me retenir. Julian a eu des moments si difficiles dernièrement. Tu sais, il est anxieux dans le bus. Le bruit, les gens, ça étouffe sa créativité. Il a besoin qu'on le conduise à son école d'art privée. Il a 13 ans, criai-je. Il ne peut même pas conduire. Je le conduirai, dit mon père calmement. Mais c'est sa voiture. Nous l'avons achetée pour lui afin qu'il se sente en sécurité. Nous avons utilisé ton argent pour la compte et la première année d'assurance. Nous te rembourserons un jour. C'était mon argent, dis-je, les larmes me piquant les yeux. J'ai récuré des sols pour cet argent. J'ai pelleté de la neige. Ne sois pas égoïste, Lincoln, lança mon père, son visage se durcissant. Nous sommes une famille. Nous nous entraidons. Ton frère a du potentiel. Il va devenir quelqu'un d'important un jour. Il a besoin de projeter la bonne image. Toi, eh bien, tu es fort. Tu peux prendre le bus. Tu peux travailler plus. Ça forge le caractère. Ils ne m'ont jamais remboursé. Pas un centime. J'ai passé mes 2 dernières années de lycée à prendre le bus, regardant mon père conduire Julian dans un cabriolet acheté avec ma sueur. Julian me faisait un signe de la main depuis le siège passager alors qu'il passait devant l'arrêt de bus. Il n'avait même pas l'air reconnaissant. Il avait l'air de trouver ça normal, comme si c'était l'ordre naturel du monde que je doive travailler pour qu'il puisse briller. C'était la dynamique. J'étais la ressource. Julian était l'investissement. J'ai quitté la maison le jour de mes 18 ans. J'ai obtenu une bourse pour une université d'État en architecture paysagère. Pas une bourse complète, mais assez pour me permettre de partir. J'ai cumulé 3 emplois pendant mes études. J'ai contracté des prêts. Je ne suis pas rentré à la maison pour Thanksgiving ou Noël parce que je travaillais en double pour la paie des jours fériés. Mes parents ne semblaient pas s'en soucier. Ils étaient trop occupés avec Julian. Julian, qui a été admis dans une prestigieuse école d'art privée. Julian, qui avait besoin d'un appartement en ville parce que les dortoirs étaient trop restrictifs. Julian, dont les frais de scolarité étaient astronomiques. J'ai eu des nouvelles par bribes de la part de tante Hélène au fil des ans. Elle était la seule à garder un contact correct avec moi. Elle m'a dit que mes parents avaient refinancé leur maison pour payer les voyages de Julian en Europe pour son réseau. Elle m'a dit qu'ils avaient des difficultés, mais chaque fois que j'appelais, ils ne faisaient que se vanter du dernier projet de Julian, qui s'avérait généralement n'être que quelques croquis sur une serviette en papier. Je me suis construit une vie. J'ai lancé ma propre entreprise de paysagisme. J'ai rencontré Sarah. Sarah était tout ce que ma famille n'était pas. Elle était posée, juste et incroyablement solidaire. Quand je lui ai parlé de ma famille, elle n'a pas seulement écouté. Elle s'est mise en colère pour moi. Elle a été la première personne à me dire, Lincoln, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance financière et émotionnelle. Quand j'ai demandé Sarah en mariage et qu'elle a dit oui, j'ai eu l'impression de m'être enfin échappé. J'avais ma propre personne. J'avais mon propre avenir. Mais ensuite sont venus les préparatifs du mariage. Et comme un papillon attiré par la flamme, ou plus précisément, comme un vautour sur une carcasse, ma famille a senti une opportunité de tout ramener à eux. Le premier signe de la tempête est venu lorsque nous avons annoncé nos fiançailles. Nous sommes allés dîner chez mes parents. Une occasion rare. Je voulais faire les choses bien. Je voulais les inviter correctement. Nous allons nous marier, dis-je en tenant la main de Sarah de l'autre côté de la table. Ma mère n'a pas demandé la date. Elle n'a pas demandé à voir la bague. Ses yeux se sont immédiatement tournés vers Julian, qui était affalé sur sa chaise, picorant sa nourriture. « Oh, c'est bien, dit-elle distraitement.
Julien sera le témoin. Bien sûr. Ce n'était pas une question. En fait, dis-je en resserrant ma prise sur la main de Sarah, j'ai déjà demandé à Mike d'être mon témoin. Nous sommes proches, et il a été là pour moi ces dernières années. Le silence à table était assourdissant. Julien laissa tomber sa fourchette, qui cliqueta bruyamment contre la porcelaine. Mike? Ma mère cracha le nom comme si c'était du poison. Ton cousin Mike, celui qui travaille dans la construction? Il possède sa propre entreprise de construction, maman, corrigez-je. Mais Julien est ton frère, dit-elle, sa voix montant à ce ton criard que je connaissais si bien. Quelle image ça donnera? Les gens vont parler. Ils penseront qu'il y a une rupture. Tu dois avoir Julien. Il a besoin de la visibilité. Il peut faire un discours. Il est si doué avec les mots. Je ne le fais pas si je ne peux pas être le témoin, marmonna Julien en croisant les bras. Je ne vais pas être juste un garçon d'honneur ordinaire. C'est humiliant. Tu vois, dit mon père en pointant sa fourchette vers moi. Tu lui fais de la peine. C'est ton mariage, Lincoln, mais ne sois pas cruel. Fais-en simplement le témoin. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça me coûte mon choix, dis-je fermement. Très bien. Julien se leva. Je ne serai pas du tout dans le cortège alors. J'assisterai simplement en tant qu'invité. Si tu veux bien de moi. Oh, ne sois pas comme ça, mon chéri, lui roucoula ma mère, puis elle me lança un regard noir. Règle ça, Lincoln. Je n'ai pas réglé ça. J'ai tenu bon. Julien n'était pas le témoin. Mais avec le recul, je réalise qu'en lui refusant ce titre, je lui ai lancé un défi. Je lui ai donné une raison d'essayer de voler la vedette par la force. J'ai sous-estimé jusqu'où irait son narcissisme et la complaisance de mes parents. Les mois précédant le mariage ont été un champ de bataille. Chaque décision que Sarah et moi prenions était accueillie par des critiques ou une contre-demande de mes parents, toujours centrée sur Julien. Le lieu est trop loin de l'appartement de Julien, se plaignit ma mère. La date coïncide avec une éventuelle inauguration de galerie de Julien, grogna mon père. Il n'y avait pas d'inauguration de galerie. Mais la vraie folie a commencé avec les costumes. Comme Julien refusait d'être un garçon d'honneur, je pensais que nous étions à l'abri de ses exigences vestimentaires. J'avais tort. Environ 2 mois avant le mariage, ma mère m'a appelé. Julien a décidé de faire une lecture, annonça-t-elle. Puisque tu ne l'as pas laissé être témoin. Le moins que tu puisses faire est de le laisser lire un poème ou une écriture. J'ai regardé Sarah. Elle a levé les yeux au ciel mais a hoché la tête. D'accord. Une lecture. 2 minutes maximum. D'accord, dis-je à ma mère. Il peut faire une lecture. Génial. Il a besoin d'un costume. On se retrouve chez le tailleur samedi. Tu paies, évidemment, puisque c'est pour ton mariage. J'ai grincé des dents. D'accord. Mais j'ai un budget. Location standard ou un costume de base. Samedi est arrivé. J'ai retrouvé mes parents et Julien dans un magasin de vêtements pour hommes haut de gamme du centre-ville. Je portais mes vêtements de travail, bottes et jeans, car je venais de rentrer d'une visite de chantier. Julien portait des lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur et une écharpe. En juillet. Lincoln, me salua Julien avec une poignée de main molle. Je pensais, puisque je fais une lecture, je fais pratiquement partie de la cérémonie, non? Donc, je dois me démarquer. Tu dois te fondre dans la masse, Julien, dis-je avec lassitude. C'est le but. Il m'ignora et se tourna vers le tailleur. Je veux voir votre collection de soie. Quelque chose d'italien. Peut-être crème ou ivoire. Non, dis-je instantanément. Pas de crème, pas d'ivoire. Tu portes du gris foncé ou du bleu marine. Tu es un invité. Mais le noir est si ennuyeux, se plaignit Julien. Ça étouffe mon aura. Maman, dis-lui. Ma mère soupira, me regardant avec cette expression déçue. Lincoln, pourquoi dois-tu être si difficile? C'est juste une couleur. Julien a un teint très spécifique. Les couleurs sombres le ternissent. Il a besoin de quelque chose de lumineux. Le marié porte du noir ou du gris, déclarai-je. Les invités portent ce qu'ils veulent, mais ils ne portent pas de blanc ou de crème. C'est pour la mariée et le marié.
C'est l'étiquette de base. Julien prit une veste en soie blanche. Celle-ci me parle. Elle dit pureté, artiste, visionnaire. Le prix sur l'étiquette de la veste seule était de 1200 $. Je ne paie pas pour ça, dis-je. J'ai alloué 200 $ pour la location de ton costume. C'est tout. Tu es si radin, ricana Julien en laissant tomber la veste. Tu gagnes tout cet argent avec ton entreprise de paysagisme, à jouer dans la boue, et tu ne peux pas gâter ton frère. Je travaille pour mon argent, Julien. Je ne le demande pas simplement à maman et papa. L'air dans le magasin devint glacial. Mon père intervint. C'était déplacé, Lincoln. Nous nous occuperons du costume de Julien. Ne t'en fais pas. Si tu vas être avare le jour de ton mariage, c'est ton défaut de caractère, pas le nôtre. Ils quittèrent le magasin en colère. Je pensais que c'en était fini. Je pensais qu'il lui achèterait un costume gris décent et que ce serait réglé. J'aurais dû mieux savoir. Une semaine plus tard, Sarah m'a appelé au travail. Sa voix tremblait. Lincoln, tu dois regarder la facture du traiteur. Pourquoi le prix a-t-il augmenté? Regarde juste. J'ai ouvert l'email sur mon téléphone. Le traiteur que nous avions engagé était réputé mais pas bon marché. J'ai parcouru la liste détaillée. Service de dîner standard, 150 invités, open bar, bière et vin. Ajout, tour de champagne premium. Demande de la mère du marié. Ajout, risotto aux truffes végétalien. Préparation spéciale pour un invité. Demande de la mère du marié. Ajout, loge privée avec minibar approvisionné pour Julien Thompson. Demande de la mère du marié. Mon sang commença à bouillir. Ils avaient appelé le traiteur dans notre dos. La loge privée seule coûtait 500 $. La tour de champagne, 800 $ de plus. J'ai appelé le traiteur immédiatement. Je n'ai pas autorisé ces frais. Oh. Le coordinateur semblait confus. Votre mère a appelé. Elle a dit qu'elle s'occupait des détails VIP et qu'il fallait simplement l'ajouter à la facture principale. Retirez-les, dis-je. Tous. Et mettez un mot de passe sur le compte. Personne ne change quoi que ce soit sans le mot de passe. Compris? Puis j'ai appelé ma mère. À quoi pensais-tu? Demandai-je. Une loge privée pour Julien? Il lit un poème, il n'est pas la tête d'affiche de Coachella. Il a besoin d'espace pour se préparer, cria ma mère en retour. Il est anxieux, Lincoln. Les foules le submergent. Il a besoin d'un endroit pour se recentrer avant sa performance. Pourquoi détestes-tu autant ton frère? Je ne le déteste pas, dis-je. Bien qu'à ce moment-là, je n'en étais pas si sûr. Je déteste que vous le laissiez tout faire. J'ai annulé les frais. Si Julien veut une loge, il peut se changer dans sa voiture. Tu es un fils égoïste et ingrat, siffla-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi? Demandai-je, sincèrement curieux. À part prendre l'argent de ma voiture quand j'avais 16 ans. Nous t'avons élevé, cria-t-elle et raccrocha. Pendant 3 jours, ils ne m'ont pas parlé. Sarah et moi avons débattu de les désinviter. Si nous les désinvitons, ils joueront les victimes pour toujours, raisonna Sarah. Elle arpentait notre salon, l'air féroce. Ils diront à tout le monde que tu es le monstre qui a banni ses propres parents. Nous devons les laisser venir, mais nous avons besoin d'un plan. Quel genre de plan? Sarah arrêta de faire les 100 pas, un plan de sécurité et un plan d'information. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à tante Hélène. Tante Hélène était le mouton noir de la famille depuis des années simplement parce qu'elle refusait de se plier aux illusions de mes parents sur Julien. Hélène était avocate, une femme vive et pragmatique qui avait observé la dynamique familiale de loin avec un dégoût croissant. Hélène a quelque chose, dit Sarah. Elle ne voulait pas me dire quoi exactement. Elle a juste dit qu'elle avait un dossier. Elle a dit que ça concerne le testament de ta grand-mère. Ma grand-mère est morte il y a 5 ans, dis-je, confus. Elle a tout laissé à mes parents. C'est ce qu'ils m'ont dit. Vraiment? Sarah haussa un sourcil. Ou c'est juste ce qu'ils t'ont dit? Un frisson me parcourut l'échine. Tu penses qu'ils m'ont encore volé? Je ne sais pas, dit Sarah. Mais Hélène apporte le dossier au mariage. Elle a dit qu'elle ne l'utilisera que s'il pousse le bouchon trop loin. C'est l'option nucléaire.
Je ressentis un mélange d'effroi et de justification. Connaissant Julien. Il va pousser le bouchon. Alors nous serons prêts, dit Sarah en m'embrassant. C'est notre jour, Lincoln, pas le leur. Nous allons le protéger. Nous avons finalisé les détails. J'ai parlé à Mike et à mon autre cousin, Dave. Je leur ai dit, gardez un œil sur Julien. S'il commence à faire des siennes, j'ai besoin que vous soyez prêts. Mike fit craquer ses doigts, un sourire sinistre sur le visage. Dis le mot, Link. J'ai envie de jeter ce gamin hors d'une pièce depuis qu'il a 12 ans. Nous étions aussi près que possible, du moins c'est ce que je pensais. Mais rien n'aurait pu me préparer à l'audace pure du dîner de répétition. C'était le calme avant la tempête, mais le baromètre chutait déjà rapidement. Le dîner de répétition a eu lieu dans un bon restaurant italien près de l'hôtel où séjournaient la plupart des invités. C'était censé être intime, le cortège et la famille immédiate seulement. Nous étions tous assis, attendant. Mes parents et Julien avaient 30 minutes de retard. Peut-être qu'ils ne viennent pas, murmura Sarah avec espoir, me serrant le genou sous la table. Puis nous l'avons entendu, le rugissement rauque et distinctif d'un moteur haute performance à l'extérieur. Pas seulement une voiture, mais une déclaration. Il a vrombé une fois, 2 fois, assez fort pour faire trembler les fenêtres du restaurant. J'ai regardé par la fenêtre. Mon père arrivait dans une Porsche 911. Ce n'était plus la vieille BMW. Ils avaient fait une mise à niveau. C'était une machine argentée et élégante qui criait l'argent. De l'argent que je savais pertinemment qu'il n'avait pas vraiment. Mon père conduisait, mais Julien fut le premier à sortir, émergeant du côté passager comme s'il marchait sur un tapis rouge. Il rejeta ses cheveux en arrière, vérifia son reflet dans le rétroviseur latéral et se pavanait vers l'entrée. Mon estomac se noua. Ils sont entrés en faisant une scène, se plaignant bruyamment de la circulation. « Désolé, nous sommes en retard », dit mon père, sans avoir l'air désolé du tout. Il jeta les clés de la Porsche sur la table. Elles atterrirent avec un bruit sec juste à côté de mon assiette à pain. C'était une démonstration de force. Regardez-nous. Regardez notre succès. Belle voiture, dit Mike sèchement. Location? Mon père se hérissa. Leasing. Nous aimons conduire dans le confort. Le dîner était tendu. Julien passa tout le repas sur son téléphone, reconnaissant à peine Sarah ou moi. Il se plaignit que les pâtes étaient trop haldantes et les renvoya 2 fois. Ma mère planait au-dessus de lui, lui demandant s'il avait besoin d'eau, si l'éclairage dérangeait ses yeux, s'il se sentait anxieux. Puis vinrent les toasts. Je me levai pour remercier tout le monde d'être venu. J'ai été bref, parlant de combien j'aimais Sarah et de ma gratitude pour mes amis. Puis, sans qu'on le lui demande, Julien se leva. Il tapa agressivement sur son verre avec une fourchette. Tchin, tchin, tchin. J'aimerais dire quelques mots, annonça-t-il. Je m'assis, me préparant au pire. Lincoln est mon grand frère, commença Julien, regardant le plafond comme s'il récitait du Shakespeare. En grandissant, il était toujours là, vous savez. Il était le stable, l'ennuyeux. Il gloussa, cherchant des rires dans l'assemblée. Personne ne rit. J'étais l'esprit sauvage, continua Julien. L'artiste, la flamme. Et Lincoln était la cheminée qui me contenait. Parfois, une cheminée devient jalouse du feu, parce que le feu est ce que les gens regardent. Le feu est ce qui apporte la chaleur. Mais aujourd'hui, nous célébrons la cheminée. Trouvant une autre cheminée. Il pointa son verre vers Sarah. Alors, à Lincoln, termina Julien en prenant une gorgée de son vin. Puisses-tu toujours être adéquate, et puisses-tu toujours m'avoir pour ajouter de la couleur à ta vie beige. Le silence était absolu. Mon patron, Monsieur Sterling, que j'avais invité parce que nous étions proches, regarda Julien avec un dédain manifeste. La mère de Sarah avait l'air sur le point de lancer un couteau à steak. Merci, Julien, dis-je, ma voix glaciale. Assieds-toi. Il haussa les épaules et s'assit, l'air satisfait de lui. Il pensait avoir été profond. Il n'avait pas réalisé qu'il venait d'insulter le marié et la mariée devant 20 personnes. Plus tard dans la nuit, alors que nous partions, tante Hélène me prit à part sur le parking. Elle serrait une épaisse enveloppe en papier craft contre sa poitrine. Lincoln, dit-elle, la voix basse. J'ai entendu ce discours. Il est pire que je ne le pensais.
C'est juste Julian, dis-je, me sentant vaincu. Il ne changera jamais. Non, dit sèchement Hélène. Il ne le fera pas, à moins d'y être forcé. Tes parents ont créé un monstre et ils le nourrissent avec des choses qui ne leur appartiennent pas, que veux-tu dire? Elle tapota l'enveloppe. J'ai la preuve de tout. Je n'étais pas sûr de devoir en parler demain. Un mariage est un moment heureux. Je ne voulais pas le gâcher. Hélène, dis-je en regardant la Porsche dans laquelle mes parents montaient de l'autre côté du parking. S'ils essaient quoi que ce soit demain, quoi que ce soit, je veux que tu mettes le feu aux poudres. Je veux la vérité. Hélène me regarda, ses yeux féroces derrière ses lunettes. Tu donnes le signal, chérie, et je lâche la bombe. Je suis allé me coucher cette nuit-là, fixant le plafond. Je savais au fond de moi que demain n'était pas seulement un mariage. Ce serait une guerre. Et alors que je m'endormais, je me fis une promesse. Plus de silence. Plus de cheminée. Demain, j'apporte le feu. Et cela nous ramène à l'église, au smoking blanc, au moment où le monde s'est arrêté. Julian se tenait à l'autel, souriant à l'assemblée. Il leva la main, faisant taire les murmures. Je sais, dit-il, la voix suave. Vous vous demandez pourquoi je suis ici. Eh bien, avant que Lincoln et Sarah ne prononcent leurs petits vœux, je me suis senti inspiré. Mon esprit m'a poussé. J'ai écrit une chanson. Une chanson sur l'amour, sur la passion, sur moi. Il fouilla dans la poche de sa veste et sortit un morceau de papier plié. Il fit un signe de tête à l'organiste. Madame Gable, si vous pouviez juste me donner un si bémol. C'en était trop. Le déclic. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je me suis juste tourné vers Mike. Mike, dis-je calmement. Sors-le d'ici. Mike n'hésita pas. Lui et Dave, mon autre cousin, s'avancèrent de la ligne des garçons d'honneur. Ils se déplacèrent avec l'efficacité synchronisée d'une équipe du SWAT. Ils montèrent les 3 marches de l'hôtel. Julian les vit arriver. Son sourire vacilla. « Et, qu'est-ce que vous faites ?»« Je suis en pleine performance. »« C'est mon cadeau. »« Ton cadeau, c'est de partir, » grogna Mike. Mike attrapa le bras droit de Julian. Dave attrapa le gauche. Ils ne lui firent pas de mal, mais ils furent fermes. Ils le soulevèrent littéralement ses pieds du sol, et commencèrent à le faire descendre l'allée. « Lâchez-moi » hurla Julian. La façade de l'artiste suave s'effondra instantanément. Il donna des coups de pied comme un bambin. « Maman, papa, il m'agresse. »« À l'aide !» C'est là que l'explosion s'est produite. Mes parents bondirent du premier banc. Mon père, le visage rouge, bloqua l'allée. « Lâchez-le immédiatement » beugla mon père. « Comment osez-vous ? C'est son frère. Il ruine le mariage, papa, dis-je depuis l'hôtel. » Ma voix résonna dans le silence stupéfait de l'église. Il porte un smoking blanc. Il a détourné la cérémonie. Il s'en va. Ma mère dépassa mon père et se précipita sur les marches de l'hôtel. Elle se planta juste devant moi. Je pouvais sentir son parfum cher mêlé à la sueur de sa rage. Clac. Le bruit de sa main frappant ma joue claqua dans l'église comme un coup de fouet. Espèce de petit morveux égoïste et jaloux, hurla-t-elle. Tu ne pouvais pas le laisser briller une seule minute. Il fallait que tu l'humilies. Il est fragile. C'est un artiste. Je tins ma joue, la fixant. La douleur était vive, mais la clarté était plus vive encore. Je vis Sarah s'avancer, prête à se battre, mais je levai une main pour l'arrêter. J'en ai assez, dis-je. Sortez, tous les 3. Sortez de mon mariage. Nous n'allons nulle part, cria mon père en se retournant vers moi. Nous avons payé pour. Il s'arrêta, réalisant qu'il n'avait rien payé. Nous sommes tes parents. Tu nous dois le respect. Le respect ? Je ris, un son rauque et brisé. Vous m'avez volé quand j'avais 16 ans. Vous m'avez traité comme un serviteur toute ma vie. Et maintenant, vous le laissez transformer mon mariage en cirque. Partez maintenant. Ou quoi, ricana ma mère. Tu vas pleurer ? Tu n'es rien sans nous, Lincoln. Tu n'es qu'un paysagiste. Julian va devenir une star. Nous avions besoin de cet argent pour lui parce qu'il a un avenir.
Quel argent? La voix venait du troisième rang. C'était tante Hélène. Elle se leva, serrant l'enveloppe en papier craft. Elle s'avança dans l'allée, contournant Mike et Dave, qui tenaient toujours un Julien se débattant. De quel argent parles-tu, Suzanne? Demanda tante Hélène à ma mère. Ma mère blêmit. Hélène, reste en dehors de ça. C'est une affaire de famille. C'est devenu une affaire judiciaire quand vous avez commis une fraude, dit Hélène à voix haute. Elle se tourna vers les invités. Elle se tourna vers moi. Lincoln, dit Hélène, sa voix tremblant de colère, mais assez fort pour que tout le monde entende. Tu sais que ta grand-mère est décédée il y a 5 ans. On t'a dit qu'elle avait tout laissé à tes parents. Oui, dis-je. C'était un mensonge. Des halètements parcoururent à nouveau l'église. Mon père avait l'air sur le point de vomir. Hélène ouvrit l'enveloppe. J'ai une copie du testament original ici. Maman ne faisait pas confiance à Suzanne et Marc. Elle savait comment ils te traitaient. Elle t'a laissé 50 000 $ spécifiquement à toi, Lincoln. C'était dans un fonds en fiducie destiné à tes études ou à la création de ton entreprise. La pièce tourna. 50 000 $. Ça aurait changé ma vie. Ça aurait remboursé mes prêts étudiants. Ça aurait acheté mon premier camion de travail. Où est-il? Murmurai-je. Ils ont falsifié ta signature, dit Hélène en brandissant un relevé bancaire. Ils ont accédé au fonds la semaine après les funérailles. Ils ont tout retiré. Elle se tourna vers Julien, qui avait cessé de se débattre et regardait le sol. Et qu'en ont-ils fait? Continua Hélène sans relâche. Ont-ils réparé le toit? Ont-ils remboursé des dettes? Non, ils ont acheté une Porsche. Elle montra l'extérieur. Et ils ont payé les frais de scolarité de Julien à cette académie d'art à New York. La même académie, Hélène marqua une pause pour les faits, qui a renvoyé Julien il y a 2 ans pour absentéisme et plagiat. Le silence était maintenant lourd, suffocant. Renvoyé. Mon père regarda Julien. Tu avais dit que tu étais en année sabbatique. Il vit de votre argent volé dans un appartement de luxe en prétendant être étudiant, dit Hélène. Et vous? Vous deux avez volé l'héritage de votre autre fils pour financer un mensonge. Je regardais mes parents. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air pathétiques. L'arrogance avait disparu, remplacée par une peur nue. Ils avaient été exposés devant tous ceux qu'ils essayaient d'impressionner. Mon patron, les riches parents de Sarah, leurs amis. C'est vrai, demandai-je à mon père. Avez-vous volé l'argent de grand-mère? Mon père ne répondit pas. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. C'était pour la famille, murmura ma mère, tentant une dernière manipulation désespérée. Julien en avait besoin. Il a du potentiel. Toi. Tu t'en sortais bien tout seul, Lincoln. Tu es fort. Tu n'avais pas besoin d'aide. C'en était trop. La confession. Je veux que vous sortiez, dis-je. Ma voix était calme. Mortellement calme. Je vais porter plainte. Je vais vous poursuivre pour chaque centime. Mais pour l'instant, je veux que vous sortiez de ma vue. Je regardais Mike. Jetez-les dehors. Mike et Dave traînèrent Julien dehors. Il pleurait maintenant, de vraies larmes laides. Mes parents suivirent, la tête baissée, sous les huées de toute l'assemblée. Oui, mes invités les ont réellement hués. Quand les portes se refermèrent, le silence revint. Je restais là, la joue me piquant, le cœur battant. Je regardais Sarah. Elle pleurait, mais elle souriait. Elle me prit la main. Ça va? Demanda-t-elle. Non, dis-je honnêtement. Mais ça ira. Je me tournai vers le prêtre qui avait l'air complètement abasourdi. Mon père, dis-je. Je crois que nous sommes prêts à nous marier maintenant. Et nous l'avons fait. La transition d'une bagarre à une cérémonie de mariage était surréaliste. L'adrénaline pompait encore dans mes veines, mais en regardant Sarah, en la regardant vraiment, la colère commença à s'estomper, remplacée par un amour féroce et protecteur. Le prêtre s'éclaircit la gorge. Mes bien-aimés, réessayons. Des rires parcoururent l'église. Cela brisa la tension. C'était un rire nerveux au début, mais il devint ensuite authentique. L'atmosphère changea. Ce n'était plus seulement un mariage. C'était un rassemblement.
Tout le monde dans cette pièce était soudainement dans l'équipe Lincoln. Quand nous avons échangé nos vœux, ma voix s'est brisée. Non pas à cause du drame, mais à cause des mots, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais quelqu'un qui me soutiendrait réellement, pas quelqu'un qui me tirerait vers le bas. Quand nous avons redescendu l'allée en tant que mari et femme, les applaudissements étaient assourdissants. C'était tonitruant. Les gens étaient debout sur les bancs. Mon patron, Monsieur Sterling, m'a fait un high five. Tante Hélène sanglotait dans un mouchoir, l'air d'avoir remporté le Super Bowl. Nous sommes sortis de l'église sous un soleil éclatant et c'est là que nous avons vu la cerise sur le gâteau de la justice. Mes parents et Julien n'avaient pas encore quitté le parking. Ils se tenaient près de la Porsche, se disputant. Ma mère criait sur Julien. Mon père était au téléphone, l'air affolé. Mais il n'allait nulle part parce que, garé juste derrière la Porsche, se trouvait une dépanneuse. Un homme costaud en gilet réfléchissant accrochait des chaînes au châssis de la 911 argentée. « Qu'est-ce que vous faites » criait mon père au chauffeur. « C'est une location longue durée. J'ai payé la compte. »« Vous n'avez pas fait de paiement depuis 4 mois, mon pote » dit le chauffeur sans même lever les yeux. La banque a ordonné une reprise de possession. Je l'ai suivi ici par GPS. Écartez-vous. Vous ne pouvez pas faire ça ici, hurla ma mère. À un mariage. Je peux le faire là où se trouve la voiture, madame. Sarah et moi nous tenions sur les marches de l'église, regardant. Mes invités commencèrent à sortir derrière nous. Ils le virent aussi. Ils virent l'image de richesse de mes parents être hissée sur un crochet de remorquage. Ils virent Julien, l'enfant prodige, assis sur le trottoir dans son smoking blanc sali, la tête dans les mains. Tania, l'ex-petite amie de Julien, qui avait été invitée par un ami commun, passa devant eux. Elle s'arrêta, regarda le dépanneur, regarda Julien, et se mit à rire. C'était un rire froid et dur. « Renvoyé » cria-t-elle à Julien. « Tu m'as dit que tu faisais un stage hyper compétitif. Tu jouais juste aux jeux vidéo dans un pantouse payé par l'argent volé de ton frère. » Julien ne répondit pas. Il se tassa encore plus dans son costume blanc. Mon père me vit debout sur les marches. Il me regarda avec un mélange de haine et de supplication. « Lincoln, appela-t-il. Fais quelque chose. Dis-lui qu'on peut arranger ça. » Je regardais ma nouvelle femme. Je regardais la dépanneuse, soulevant le symbole de leur vanité. « Je ne peux pas vous aider, répondis-je. Je ne suis qu'un paysagiste. Je n'ai pas ce genre d'argent. » Je leur tournai le dos. « Allons à la réception, dis-je à Sarah. » Nous sommes montés dans mon camion, mon pick-up noir fiable et payé. En partant, j'ai vu la dépanneuse sortir la Porsche du parking. Mes parents et Julien restèrent sur l'asphalte, bloqués, attendant un taxi, tandis que 200 personnes passaient devant eux pour célébrer mon bonheur. La réception était incroyable. L'absence de ma famille se fit sentir, mais pas comme un manque. C'était un soulagement. L'air était plus léger. Je n'avais pas à m'inquiéter que Julien fasse un discours. Je n'avais pas à m'inquiéter que ma mère critique la nourriture. Tante Hélène fit un discours à la place. À Lincoln, dit-elle en levant son verre. L'homme qui s'est construit à partir de rien. Et à la famille que l'on choisit, pas à celle avec laquelle on est coincé. Nous avons dansé. Nous avons bu. Nous avons ri. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Le mariage était la bataille, mais la guerre pour mon héritage et pour ma liberté finale ne faisait que commencer. Je les avais humiliés, oui, mais j'avais besoin de récupérer mes 50 000 $. Et je devais m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais me faire de mal. Je ne savais pas encore que les retombées de cette journée détruiraient ce qui restait de leur vie plus vite que je n'aurais pu le prévoir. Le silence qui suivit le mariage était lourd, mais il n'était pas paisible. C'était le genre de silence suffocant qui précède l'arrivée d'une tornade. Pendant la première semaine de notre lune de miel à Sainte-Lucie, j'ai éteint mon téléphone. Sarah et moi avons bu du punch au rhum, nagé dans l'océan et fait semblant que ma famille n'existait pas. Mais chaque fois que je regardais l'horizon, je savais qu'ils complotaient à la maison. Les gens comme mes parents et Julien ne disparaissent pas simplement. Ils se regroupent. Lorsque nous sommes revenus aux États-Unis, le barrage a commencé. J'ai allumé mon téléphone pour trouver 47 appels manqués et une série de SMS qui oscillaient sauvagement entre des supplications de pardon et des menaces de déshéritement.
Un texto de ma mère disait « Nous sommes une famille. Tu ne peux pas laisser l'argent nous détruire. » Julien est déprimé. Il n'a pas mangé depuis 2 jours. 2 heures plus tard, un autre texto. Enfant ingrat. Après tout ce que nous avons sacrifié. Appelle-nous immédiatement ou tu le regretteras. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai appelé tante Hélène. Retrouve-moi au bureau de Davis & Associates mardi, dit-elle, sa voix nette et professionnelle. Il est temps d'arrêter de jouer en défense, Lincoln. Il est temps de passer à l'offensive. Entrer dans ce cabinet d'avocats, c'était comme franchir le Rubicon. La pièce sentait l'acajou et le vieux papier. Monsieur Davis, un homme requin aux cheveux d'argent et au costume qui coûtait plus cher que mon premier camion, a tout mis sur la table. C'est un cas clair de fraude et de détournement de fonds, dit Davis en tapotant une épaisse pile de relevés bancaires. Votre grand-mère a laissé un fonds en fiducie spécifique. L'héritage vous était destiné. Vos parents ont falsifié les documents de déblocage. Nous avons l'analyse graphologique confirmant que ce n'était pas votre signature. Voir les chiffres en noir et blanc me retourna l'estomac. Ils n'avaient pas seulement pris les 50 000 $. Au fil des ans, ils avaient vidé d'autres petits comptes que ma grand-mère avait créés. Ils avaient siphonné de l'argent destiné à un fonds universitaire dont je ne connaissais même pas l'existence. Nous envoyons d'abord une lettre de mise en demeure, expliqua Davis. S'ils ne paient pas, nous poursuivons en justice. Nous mettons une hypothèque sur leurs biens. Nous saisissons leur salaire si nécessaire. Faites-le, dis-je. Je veux récupérer chaque centime. Pas pour l'argent, mais parce que si je ne le prends pas, ils l'utiliseront simplement pour acheter à Julien une autre fausse vie. La lettre de mise en demeure les a frappés comme un coup de poing. 2 jours plus tard, mon père s'est présenté à mon entreprise de paysagisme. Je supervisais une équipe chargeant du gazon sur un plateau. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'au mariage. Sa chemise était froissée et il ne s'était pas rasé. Lincoln, dit-il, la voix tremblante. On peut parler? Juste de père à fils. Je travaille, papa, dis-je en faisant signe au conducteur du chariot élévateur de continuer. Parlez à mon avocat. Un avocat? Il avait l'air incrédule. Tu poursuis tes propres parents pour de l'argent? Nous l'avons utilisé pour la famille, pour l'éducation de Julien. Vous l'avez utilisé pour une Porsche et un appartement de luxe pour un décrocheur, le corrigeai-je en descendant du quai de chargement. Vous avez volé mon avenir pour financer son fantasme. Ce n'est pas de la famille. C'est un crime. Nous ne pouvons pas le rembourser, murmura-t-il en essuyant la sueur de son front. Nous ne l'avons pas. La reprise de la voiture, les pénalités. Lincoln, nous sommes ruinés. Si tu poursuis cette action en justice, nous perdrons la maison. Tu rendrais ta mère sans abri. C'était un puissant voyage de culpabilité. L'ancien Lincoln, celui qui voulait juste être aimé, aurait pu céder. Mais je l'ai regardé et j'ai vu l'homme qui me regardait récurer les bacs à graisse dans un restaurant pendant qu'il achetait un cabriolet à mon frère. Vous avez fait vos choix, dis-je, la voix stable. Vendez la maison. Réduisez votre train de vie. Faites ce que j'ai dû faire toute ma vie. Luttez et vous débrouillez. Tu es froid, cracha-t-il, ses yeux se rétrécissant. Tu as changé. Je l'espère, dis-je. Maintenant, s'il te plaît, quitte ma propriété avant que j'appelle la police pour violation de propriété privée. Pendant que la bataille juridique faisait rage, le tribunal social rendait son propre verdict. Je n'avais rien posté sur le mariage, mais je n'en avais pas eu besoin. Un des cousins de Sarah, un adolescent avec un grand nombre d'abonnés sur TikTok, avait mis en ligne la vidéo de Julien se faisant sortir de l'église. La légende était simple, l'arrogance à son paroxysme. Le frère du marié essaie de détourner le mariage en smoking blanc. Se fait virer. La vidéo est devenue virale du jour au lendemain. Des millions de vues. Internet a surnommé Julien, le gars au smoking blanc. Les commentaires étaient brutaux. Ils ont disséqué son arrogance, ses faux pleurs et le comportement complaisant de mes parents. Imaginez voler l'héritage de votre autre fils pour élever un narcissique comme ça. La façon dont les parents l'ont défendu, c'est la vraie tragédie. Pas étonnant que le marié ait coupé les ponts. Julien a tenté de riposter. Il a posté une longue vidéo décousue sur son Instagram en jouant la victime. Il a affirmé avoir été harcelé,
que j'étais jaloux de son tempérament artistique et que le smoking blanc était une performance artistique que je n'avais pas comprise. Cela s'est retourné contre lui de manière spectaculaire. Tania, son ex-petite amie, est entrée dans la conversation. Elle a posté des captures d'écran de SMS où Julien se vantait de dépenser l'argent de mes parents, se moquait de mon travail de terrassier, et admettait qu'il n'avait pas assisté à un cours depuis 2 ans. Elle a révélé le mensonge sur son stage et son inauguration de galerie. Il a été détruit. Il a perdu ses quelques abonnés. Le café où il travaillait à temps partiel l'a renvoyé parce que les gens venaient juste pour le harceler. Pour un narcissique comme Julien, être la risée de tous était un sort pire que la mort. Pendant ce temps, le procès avançait. Mes parents ont tenté de cacher des actifs, mais tante Hélène savait où étaient les squelettes. Elle a guidé Monsieur Davis vers un compte offshore que mon père avait tenté de créer. Il était vide, mais la tentative de cacher de l'argent a très mal paru aux yeux du juge. Finalement, 6 mois après le mariage, ils ont conclu un accord. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont vendu la grande maison, celle qu'ils avaient hypothéquée jusqu'au cou pour maintenir leur image. Ils ont vendu les meubles. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres dans un quartier délabré. Le chèque que j'ai reçu était de 62 000 $, l'héritage original plus les intérêts et les frais de justice. Tenir ce chèque ne me donnait pas l'impression d'avoir gagné au loto. C'était comme refermer une blessure qui saignait depuis 20 ans. Je l'ai déposé sur un compte d'épargne. Je n'ai pas acheté de Porsche. Je n'ai pas acheté de bateau. Je l'ai réinvesti dans mon entreprise, achetant 2 nouveaux camions et embauchant 3 gars de plus. J'ai donné une augmentation à mon équipe. Mes parents ont tenté une dernière manœuvre désespérée. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant qu'elle était malade, que le stress la tuait. Elle a laissé entendre que des funérailles approchaient si je n'arrêtais pas. C'était la manipulation ultime. J'ai bluffé. J'ai envoyé un policier pour un contrôle de bien-être à leur appartement. Quand l'officier a rapporté qu'elle allait bien, qu'elle regardait simplement la télévision et dînait, j'ai bloqué son numéro. C'était la rupture finale du cordon. Les retombées ont été totales. Le mariage de mes parents, toujours maintenu par la colle de leur illusion commune sur Julien, a commencé à s'effriter. Sans l'argent pour les distraire, et sans ennemis communs à combattre, ils se sont retournés l'un contre l'autre. J'ai entendu des rumeurs de divorce, de disputes qui réveillaient les voisins. Ils étaient malheureux, et pour la première fois, ils ne pouvaient pas m'en vouloir. Ils se noyaient dans les conséquences de leur propre favoritisme. Cela fait exactement 1 an depuis le mariage. 1 an depuis le smoking blanc, 1 an depuis que j'ai cessé d'être le bon fils et que je suis devenu un homme libre. La vie est calme maintenant, mais c'est un bon genre de calme. C'est le silence de la paix, pas de la suppression. Mon entreprise a explosé. Avec le nouvel équipement et la réputation que je me suis bâti pour ma fiabilité, nous avons décroché un contrat massif avec le service des parcs de la ville. C'était le genre de promotion dont je rêvais depuis des années. Je ne suis plus seulement un gars avec une tondeuse à gazon. Je dirige une entreprise. Sarah et moi avons acheté une maison. Ce n'est pas un manoir, mais c'est la nôtre. Elle a un grand jardin où je suis en train de construire un patio. Et à l'intérieur de cette maison, il y a une pièce que nous peignons en jaune. Nous attendons notre premier enfant dans 3 mois. Un garçon. J'y pense beaucoup. Je pense au genre de père que je vais être. Je sais exactement ce que je ne serai pas. Je ne serai pas un père qui a des favoris. Je ne serai pas un père qui vole l'avenir de son enfant pour financer son propre ego. J'apprendrai à mon fils que le respect se mérite, il ne s'exige pas. Je n'ai pas vu mes parents ni Julien depuis le procès, jusqu'à hier. Je traversais le centre-ville pour me rendre à une visite de chantier. Il pleuvait, une bruine froide et grise qui rend tout morose. Je me suis arrêté à un feu rouge à côté d'un arrêt de bus et elle était là. Ma mère était assise sur le banc, recroquevillée sous un parapluie fragile. Elle avait l'air petite, ses cheveux habituellement teints et coiffés à la perfection, grisonnaient aux racines et étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait un manteau que je ne reconnaissais pas, quelque chose qui semblait venir d'une friperie. Elle tenait 2 sacs de course, regardant la rue, attendant le bus. Le feu est resté rouge. Je l'ai regardé. C'était la femme qui avait ri quand Julien avait cassé mes maquettes. C'était la femme qui m'avait giflé à l'hôtel. C'était la femme qui avait choisi un fils plutôt que l'autre 1 millier de fois. Elle a levé les yeux à travers la vitre de mon camion strié de pluie.
Nos regards se sont croisés. J'ai vu la reconnaissance traverser son visage. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a fait un pas vers le trottoir, levant la main comme pour me faire un signe ou peut-être pour m'arrêter. J'ai vu sa bouche former mon nom, Lincoln. Pendant une fraction de seconde, l'instinct a pris le dessus. L'instinct d'aider, de m'arrêter, de lui proposer de la conduire, d'être le fils dévoué qui arrange tout. Mais ensuite je me suis souvenu du chèque. Je me suis souvenu des années de négligence. Je me suis souvenu de Sarah pleurant parce qu'il l'a traitée comme une ordure. Je me suis souvenu de l'avocat expliquant comment ils avaient volé l'amour de ma grand-mère sous forme d'argent. Le feu est passé au vert. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je l'ai juste regardé, j'ai reconnu son existence, puis j'ai appuyé sur l'accélérateur. Je suis passé devant elle. Je l'ai regardée dans mon rétroviseur alors qu'elle baissait la main, debout seule sous la pluie, rétrécissant jusqu'à n'être qu'un petit point gris au loin. Je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti léger. J'ai appris plus tard par Mike que Julian travaille maintenant dans un entrepôt. Il conduit un chariot élévateur. L'ironie ne m'échappe pas. Le travail manuel qu'il méprisait est maintenant la seule chose qui lui permet d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Il est apparemment amer, racontant à qui veut bien l'entendre que sa famille a ruiné sa carrière artistique. Que le monde est injuste. Qu'il est un génie entouré d'idiots. Il a 30 ans, seul, et continue de blâmer tout le monde. Quant à moi, j'ai un patio à terminer. J'ai une femme qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. J'ai un fils en route qui ne saura jamais ce que c'est que d'être le second choix. Le coût de ma liberté a été élevé, m'a coûté mes parents, mon frère, des années de chagrin et une bataille juridique qui m'a vidé de mon âme. Mais en regardant Sarah et la vie que nous avons construite, je sais que c'était une bonne affaire. J'ai eu ma revanche. Oui. Mais la vraie revanche n'était pas le procès ou l'humiliation ou la Porsche saisie. La vraie revanche, c'est que je suis heureux. Et je suis heureux sans eux. Ah, no, para un poco, de Blacky. ¿Qué? Mi amistad porque sé que eres un dulce... ¿Cómo esta skin? Ah, mentira, disfrutalo. No, de Blacky, muchas gracias. Está loquísimo. Soldado Brown de galleta. Esta skin creo que es la que más me gusta de Blacky. Esta skin de todas creo que es la más loca de todas. Estás loco, de Blacky. Pero de Blacky, nuestra amistad no depende de que vos me compres cosas, ¿entendés? Digo, no me tienes que mandar más nada. No me mandes más nada. No hagas más nada. Quédate estático. Ya está. Pero muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Sos un crack. Estás loco. Pero para poco, ya está. Ya me regalaste un montón de cosas. Ya te suscribiste 200 veces. Ya está, de Blacky. Sos un capo. Guardate la guita. Comprate algo que te guste a vos. Comprate una ropita. Una comida rica, amigo. No gastes más. Te lo ruego. Muchas gracias. Sos un crack, amigo. Sos un crack. No, de Blacky es un capo. Un aplauso, amigos. Un aplauso para de Blacky. La quiero ver. La quiero ver. Dice, vamos a jugar al LOL después. Puede ser Fight de Blacky. O sea, mi idea de hoy era jugar solo Minecraft. Vamos a ver si Dierzo viene. Si Dierzo no viene y llegan las 5 de la mañana y somos 3 jugando al Minecraft, y sí, probablemente vaya al LOL. Vale. Pero si Dierzo viene, vamos a jugar al server de él. Entro al Minecraft. Dale, Blacky. Acordate, estamos en el server de siempre. En la versión 1.21.11. ¿Ok? No es la de Dierzo, de momento. Que esa es la 1.21.1. ¿Vale? Son distintas. A ver la skin. Se está viendo, ¿no? No es una locura. Es que, amigos, el otro día la vi y no sé quién la tenía. Y estaba loquísima esta skin. Esta skin es genial. Esta skin es mi sueño, no me jodas. Esta skin es una locura verdadera. No, te pasás de Blacky, te pasaste ya muchas veces. 1, 2, 3, todas me gustan. No puedo, ya es que tengo todas casi ya. No tenía nada, no, de Blacky ya está, ya está, se acabó. Pero realmente son increíbles. No, gracias, amigo. Muchísimas gracias, de Blacky. Estás loco, vale. No lo puedo creer. Mira, 4 de Brown, no, es una banda. Es una banda, soy OTP 100%. Ahora voy a ganar todo de Blacky. Con esto no hay chance de que pierda. No hay manera de que pierda, pero ni en pedo. Vale, con esto me motivo 100% para llegar a Esmeralda y te lo dedico, de Blacky. Te lo voy a dedicar. Vale. Bueno, voy a cerrar el LOL antes que explote la PC. Pero muchísimas gracias. Una locura. Salir. Y voy a cerrar el Riot. Tengo que descargar el Valorant de Blacky. A ver. Está acá, ¿no? Está en el... No, ustedes no lo ven, pero... Yo estoy ahora en el coso de Riot, que te pone los juegos al costado. ¿Qué es esto? Teamfight Tactics.
Eso es TFT. Ah. Valorant. ¿Y este? 2XKO. Ni idea. Este lo tengo que probar también. Voy a hacer algo probando los juegos de Riot. Eso me gusta. Vale, me salgo de acá. Y vuelvo al Minecraft. ¿Dónde está? Minecraft. Vale. Dice 2KO es de pelea. Pero puede estar bueno. Estilo Mortal Kombat. Eso puede estar muy bueno. Eso puede estar God, Lo quiero probar arriba. Sí puede estar God. Yo jugaba mucho Mortal Kombat. Muchísimo. Era fan. Vale, era muy bueno con Sub-Zero. Sub-Zero, mi personaje favorito. Y Scorpion. Te tiro el escopitajo. Scorpion era God. Vale. Avísame si tenés problemas con el Minecraft de Blacky. Para entrar. Bueno. Voy a empezar a trabajar en mi casa. De ahí estoy conectado de Blacky. Excelente, amigo, excelente. Vale, el server se va poblando a poquito. De a poquito vamos juntando gente. Yo confío que algunos más van a venir. Vale. Voy a seguir sacando mis cultivos. Voy a sacar los cultivos. Vale, bien. Bueno, ese es mi plan. Mi plan es jugar Minecraft y relajar un poco del LOL. Que el LOLcito ayer estuvo intenso. El LOLcito estuvo picante. Para recargar energías y ganarle a todos los monsters. Let's go. Y me llevo estos cultivos. No sé quién había propuesto hacer unos cultivos comunitarios. Creo que fue Easy. Ahí sí no lo he visto estos días. Pero básicamente me gusta la idea. Probablemente lo haga. ¿Por qué? Porque entra mucha gente que no tiene nada. Va a entrar gente nueva y va a decir, ay, no tengo nada para... No tengo comida. Y me gustaría hacer algo que la gente pueda agarrar. Free. Vale, mientras que replanten está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Quedé al borde del abismo! ¿A quién se le ocurrió hacer ese agujero también? ¿Jotas? ¡Qué idita horrible! Para un poco. ¡Opa! ¿Y esto? Una cueva secreta. Ah, es verdad que había una salida secreta. Estaba armando algún plan. Un plan para escapar. Para un poco. No, ni en pedo. Es de noche, boludo. Mira la cueva que hay acá en mi casa. No, mi casa es más rara. Vale. Bueno. Voy a seguir. Vamos a dormir. Ah, vale. Let's go. Let's go. Podría ser con el comando de día, ¿no? Podría ser con el... Voy a hacer el comando.